Donc, je donne la parole à Eric. Voilà. Donc, merci aux amis du Temps des Cerises d'être fidèles et de m'inviter aussi régulièrement. On va faire une présentation à deux, pas forcément très équilibrée, mais Nicolas, qui est un de nos jeunes et brillants universitaires, a un peu l'habitude de travailler avec moi et sait comment ça se passe. Du coup, je propose de faire une présentation. Je propose de faire 3 temps. Un premier temps où je vais essayer d'expliquer, de détailler un peu ce que vous a dit Abdallah sur ce qu'est l'espace public, les théories, les visions, l'histoire du concept, et puis notre définition sur laquelle on travaille au laboratoire. Quand je dis notre vision, puisque Nicolas a beau être en poste à Montpellier, il travaille aussi avec moi au laboratoire, donc on a une vision assez commune de ces choses-là. Après, je décrirai ce qu'il y a plutôt dans le livre, et alors très rapidement, je prendrai 5 minutes, et Nicolas, du coup, décrira toute sa partie, et notamment tous les enjeux de l'espace public autour de la santé, de l'écologie, du rapport au vivant. Et on terminera par un peu de provocation sur le numérique dans tout ça, puisque vous verrez qu'on avait réussi à faire l'effort de ne pas parler du numérique jusque-là. Et donc, Abdallah m'a présenté longuement, mais j'aimerais insister sur, parce que c'est important de savoir qui parle. Si on veut critiquer, il faut savoir qui parle, et quelle est notre position. Notre position épistémologique, quand je dis nous, je parle à la fois de Nicolas et de moi, mais aussi des auteurs qui sont dans ce bouquin, c'est que on se réclame d'Edgar Morin, c'est-à-dire de l'épistémologie de la complexité. C'est-à-dire que pour nous, le chercheur n'est ni ce savant comme Platon qui dit la vérité, qui est supérieur aux autres, cet aristocrate qui surplombe et qui dit la vérité. C'est pas non plus cette personne qui se lave les mains, qui fabrique la bombe nucléaire et qui dit maintenant démerdez-vous avec. On est pour ce qu'on appelle une science réflexive et une science publique, c'est-à-dire que notre boulot à nous chercheurs, c'est de montrer que les problèmes peuvent se poser autrement et que si on pose autrement le problème, les gens peuvent trouver d'autres solutions. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers la notion d'espace public. Et l'idée aussi, c'est qu'on ne peut pas séparer, chez Edgar Morin, on ne peut pas séparer le chercheur de l'homme. Et donc, plutôt que de chercher une neutralité axiologique, d'être objectif, l'objectivité n'est pas possible, puisqu'on est tous prisonniers de son temps. Il suffirait de regarder Kant, le grand penseur, ce qu'il peut dire quand même sur les Noirs à l'époque, etc. On voit bien qu'on est victime des préjugés de son époque. Du coup, ce qu'on peut expliciter, c'est ces présupposés idéologiques. Et là, le présupposé fondamental que nous avons tous, c'est de penser que la démocratie est le meilleur des systèmes pour créer de l'intelligence collective et le meilleur des systèmes pour sortir de la crise écologique dans laquelle nous sommes et de la crise économique et de la crise politique dans laquelle on est. Et donc on s'en sortira par plus de démocratie. Voilà, c'est ça notre présupposé de base. Et donc c'est à partir de là qu'évidemment, tout ce que je vais dire s'inscrit là-dedans, et évidemment, vous êtes parfaitement en droit de ne pas être d'accord avec ce point de vue, mais voilà, pour moi c'est ça faire de la science, c'est donner les points qui nous permettent d'être critiqués. Alors, la notion d'espace public, c'est le cœur de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans espace public. L'espace public, c'est cet espace de débat contradictoire où, d'un côté, les gouvernants rendent publique l'information, et de l'autre, où les citoyens peuvent, en échangeant des arguments contradictoires, formuler une opinion publique qui devrait, du coup, influencer l'élaboration de la loi. Et donc tout ça, le concept d'espace public n'a pas été défini par Kant. Kant ne parlait pas d'espace public, mais a été l'idée d'espace public se trouve chez Kant dans son projet de paix perpétuelle, dans 2 textes, projet de paix perpétuelle et qu'est-ce que les Lumières. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte que comment avoir la paix en Europe, parce que ça a été vraiment une démarche intellectuelle. Tous les grands intellectuels ont pendant des siècles essayé de réfléchir à ce que c'est cette paix en Europe. Comment avoir la paix en Europe ? Il dit, pour avoir la paix, il faut une société juste. Ok ? Qu'est-ce qu'une société juste ? C'est une société fondée sur un droit juste. D'accord ?
Qu'est-ce qu'un droit juste? C'est un droit rationnel. Et comment on fonde un droit rationnel? Dit-il, personne ne peut dire « je suis la raison ». Personne ne peut dire « j'ai toute la raison à moi tout seul ». La raison est une propriété de l'espèce humaine. Et donc, chacun d'entre nous possède une parcelle de raison. Et si vous voulez, c'est l'image que j'aime donner, la raison c'est un puzzle, et nous avons tous des éléments du puzzle. Et si on veut résoudre un problème, il faut que nous mettons tous nos pièces ensemble pour construire le puzzle. Et évidemment, il n'y a qu'une seule façon de faire le puzzle. Ou le puzzle est complet ou il n'est pas complet. Et donc le droit sera juste et rationnel parce que nous aurons mis les éléments du puzzle ensemble. Et c'est révolutionnaire, parce que ce qu'est en train de dire Kant à l'époque, c'est que le roi n'a pas raison, le tyran n'a pas raison, aussi intelligent soit-il, c'est les citoyens. Et comment on peut permettre de déployer la raison? Il faut, dit-il, discuter librement. Il faut que les citoyens peuvent discuter librement pour justement assembler cette raison. Et c'est les prémices de l'espace public. Cette idée va être reprise par un philosophe qui est le philosophe le plus lu au monde, le plus commenté, qui s'appelle Jürgen Habermas, qui est allemand, qui est toujours en vie, et d'ailleurs qui a sorti un bouquin là, en 2024 sur l'espace public que je vous conseille. Alors c'est pas toujours facile à lire, Habermas, beaucoup plus difficile que nous, mais bon, on peut y arriver quand on s'accroche un peu. Et Habermas a la particularité d'essayer de nouer deux traditions très opposées. Le marxiste, puisqu'il est de l'école de Francfort, et donc dénoncer la colonisation du capitalisme sur la démocratie, sur les esprits, et l'idéalisme kantien. Et donc c'est pas facile, puisque Marx est visiblement une critique de l'idéalisme. En fait, il y arrive pas trop mal, et il a publié ce qu'on a une thèse d'État, qui a donné son bouquin en 62, qui s'appelle L'espace public, et qui a été traduit en français, puis après en américain, et qui a été traduit dans toutes les langues, pratiquement, et qui a bouleversé aussi bien la sociologie, l'histoire, que l'architecture, que l'anthropologie, que la science politique, et même les sciences de la communication. Et dans ce livre, il explique, il dit, qu'est-ce que la révolution? Et il prend la révolution française, la révolution anglaise et la révolution allemande. La révolution, ça a d'abord été une évolution de l'espace privé. Dans les espaces privés, il y avait ça s'est constitué en cellules familiales, où il n'y avait plus les grands-parents, il n'y avait que les parents et les enfants. Et dans ces cellules familiales, ce qui se passait, évidemment, on était dans le patriarcat, c'est toujours les hommes qui discutaient, mais on pouvait quand même débattre, on pouvait quand même discuter du dernier roman, de la dernière pièce de théâtre. Et donc, on a commencé à prendre l'habitude de discuter, d'échanger des arguments. Et puis, ces discussions, elles se sont étalées, elles ont été dans des salons littéraires, et elles ont été aussi dans des cafés. Et donc, le café, et c'est pour ça qu'on parle dans ce bouquin, on va parler des tiers-lieux comme les cafés et cantines culturelles associatives. Les cafés sont les premiers lieux où on peut débattre, échanger. Et d'abord, on débat et on échange sur quoi? Sur la littérature, sur le théâtre. Mais au bout d'un moment, les gens qui écrivent s'appellent Rousseau, s'appellent Voltaire. Et on finit par débattre de la démocratie. Et puis arrive la Révolution, et là on crée des médias libres, et là on commence à discuter et à débattre des informations dans les médias. Donc voilà comment s'est créé l'espace public. Et donc dans sa vision, l'espace public c'est quoi? C'est un espace de médiation qui surgit entre l'État et l'espace privé. Dans l'espace privé, on fait ce qu'on veut, on discute. Dans l'espace politique, on prend les décisions. Mais dans cet espace de médiation, on rend publique l'information. Il parle de publicité de l'information. On rend publique l'information. Donc les gens savent qu'on va discuter de quelle loi. Et les journaux font le pour, le contre. On donne son opinion, on fait des manifs, on en discute. Et donc, l'espace public, c'est l'espace qui permet la formulation du droit par le débat contradictoire. C'est ce qui légitime le droit. Le droit est légitime parce que justement, on a entendu parler des décisions et que chacun a pu prendre part, donner son avis sur ces décisions. Et d'ailleurs, quand on parle de l'Union européenne, beaucoup de gens disent c'est ça le défaut de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, on suit la légalité, on est dans la légalité, mais on n'est pas dans la légitimité puisqu'on n'a pas de débat européen sur les questions européennes. On a des lois qui nous tombent dessus, mais on n'a jamais vu, on ne savait même pas qu'il y avait des lois en discussion, et on n'a même pas eu de débat. Alors qu'en ce moment, le débat sur le budget, voilà, il y a des gens qui manifent, on regarde ce qui se passe à la télé, etc. Donc on est d'accord ou on est contre, mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas informé et qu'on n'a pas eu le temps de se faire un avis. Et qu'on n'a
pu exprimer son accord, son désaccord, signer des pétitions, etc. Et donc l'espace public, dit Habermas, c'est ça, c'est cet espace politique qui est légitime de droit. Et dans sa thèse, il dit, le problème, c'est que cet espace, il est colonisé par la publicité commerciale. La publicité politique est remplacée par le marketing. Et au lieu de rendre publiques les informations, on est dans la séduction. Au lieu d'avoir des échanges rationnels, on a des échanges, on crée du consentement, on fabrique de l'adhésion. Et donc l'espace public est colonisé par les médias, et donc on n'est plus en démocratie. La démocratie est aliénée, la démocratie est foutue, pour dire simple. Ça, c'est sa thèse dans son première vision de l'espace public. Ce bouquin a été commenté partout, et on lui a fait plusieurs critiques. Première critique, c'était une critique de ses collègues d'école de Francfort en lui disant « Ce dont tu parles, c'est de l'espace public bourgeois », puisque Kant parlait de ont accès à l'espace public les hommes qui lisent. Tout le monde ne savait pas lire. Et pourtant, dit-il, il y a des espaces publics, c'est Necht qui dit ça, il y a des espaces publics aussi autour du travail. Les ouvriers se sont auto-organisés, ont réfléchi, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Donc, il n'y a pas qu'un espace public bourgeois, il y avait aussi des espaces publics prolétariens. Deuxième critique, c'est féministe. C'est quoi cet espace où il n'y a que les hommes, les femmes aussi savent lire, et donc il faut élargir la question et regarder comment aujourd'hui les féministes, on était déjà dans les années 80-90, comment les féministes se sont emparées de l'espace public, comment elles ont réussi à obtenir l'avortement et la parité, etc. Et puis il y a eu d'autres critiques. Et ce qui est intéressant chez Habermas, c'est qu'à chaque fois, il intègre ces critiques, mais il garde l'essentiel. Et donc, il a écrit, en 92, il a écrit une préface de son bouquin, il a dit « Ok, vous avez raison, il existe un espace prolétarien. Oui, ce que j'ai dit, c'est trop pessimiste, puisque, effectivement, les femmes ont réussi à obtenir des choses qui ne sont pas tombées du ciel. C'est elles qui les ont eues par la lutte. Le droit à l'avortement, ça a vraiment été une demande des femmes, des foyers qui se sont mobilisés dans l'espace public, qui ont mobilisé les journaux et qui ont donné le débat avec Simone Veil à l'Assemblée nationale, que je vous conseille de regarder. Quand on parle aujourd'hui en disant que LFI, c'est des violents, etc., regardez la violence du propre camp, quand les gens de droite qualifient Simone Veil, qui est survivante des camps, en la traitant de nazie. Croyez-moi, c'était bien plus violent que ce qui se passe aujourd'hui. Bref, il y a ça, et puis Habermas dit, oui, l'espace public, ça fonctionne encore. Les gens ne sont pas simplement destinataires du droit, ils peuvent être aussi auteurs du droit. La preuve, en Allemagne, les écologistes ont obtenu qu'on sorte du nucléaire. Et donc, ça fonctionne encore, ça fonctionne de moins en moins bien, mais les citoyens ne sont pas destinataires du droit, ils peuvent être aussi auteurs du droit. À partir de là, je vous passe, les détails, j'ai déjà été bien long. L'espace public, c'est le concept central, on peut le relier à ce que racontent Claude Lefort et Hannah Arendt, qui réfléchissent au totalitarisme. Pourquoi on parle de totalitarisme? Alors, Hannah Arendt parle du totalitarisme et Claude Lefort travaillait sur la royauté, etc. Totalitarisme, c'est une totalité. Le pays est une totalité, et donc dans un pays totalitaire, il n'y a pas d'espace privé, il n'y a pas d'espace public. N'importe qui peut débarquer chez vous n'importe quand. Tandis que vous le savez, en France, la police ne peut pas débarquer chez vous n'importe quand. Il y a des horaires, de 6h du matin, et voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi. Même si vous êtes accusé de terroriste, on ne peut pas débarquer chez vous à 3h du matin. Il y a l'espace privé. Et l'espace public, c'est ce qui nous relie à l'État, mais qui nous en sépare en même temps. Et donc, c'est ce qui nous permet de maintenir notre espace privé. Claude Lefort dit, au temps de la royauté, on pensait l'État comme un corps. Et c'était dangereux de penser comme un corps, parce que qui est-ce qui détermine le corps? C'est la tête. Et la tête, c'est le roi. Et donc, si le roi veut se couper un morceau de doigt, il le fait. Donc, s'il veut tuer n'importe qui, il peut le faire. Alors que l'espace public, c'est justement cet espace qui nous relie à l'État, mais qui nous en sépare aussi, et qui nous protège, et qui protège l'espace privé. C'est ça, l'espace public. Et du coup, d'autres penseurs ont dit, donc Habermas dit, cet espace, il est essentiel parce que c'est par cet espace-là qu'on légitime la décision politique. S'il n'y a pas de discussion publique, s'il n'y a pas de débat public contradictoire,
la décision n'est pas légitime. Hannah Arendt dit que l'espace public, c'est ça, mais c'est aussi autre chose, c'est l'espace de visibilisation des problèmes publics. C'est par l'espace public qu'une démocratie se rend visible à elle-même. Vous voyez le défilé du 14 juillet, les débats à l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi ce qui permet de faire des problèmes qui étaient privés, de faire des problèmes publics. Par exemple, le viol dans les couples. Pendant longtemps, c'était l'espace privé, on a dit, c'est privé. Tout le combat des féministes en disant, il y a les droits de l'homme, les droits de vol, c'est le consentement. Quand quelqu'un ne veut pas, qu'il soit marié ou pas, c'est un viol. Et donc, il y a eu tout un travail pour faire en sorte que le viol entre époux soit reconsidéré comme vraiment un viol. Donc, l'espace public, c'est ce qui rend visible. Et évidemment, tout le monde veut rendre visible ces luttes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gilets jaunes, c'est rendre visible un problème. Donc l'espace public, c'est l'espace où on rend visible, où on essaie de se rendre visible les problèmes. Le problème, c'est qu'il y a tellement de problèmes qu'il y a une lutte pour rendre visible. Et tout ça, ça passe par les fourches codines des médias. Et quand les médias appartiennent à des milliardaires, ils ont tendance à cadrer un certain nombre de problèmes et à ne pas voir un certain nombre de problèmes. Mais l'espace public, c'est aussi autre chose en tant qu'espace de médiation, dit quelqu'un qui est dans le dernier article de ce bouquin, qui s'appelle Étienne Tassin, qui dit « L'espace public, c'est particulier, c'est l'espace qui permet de créer une communauté politique, c'est-à-dire l'espace qui nous permet de dépasser nos appartenances d'origine pour se réclamer d'une communauté politique qui dépasse nos apparences d'origine. On appartient à une ville, à une classe sociale, à une religion, à une région. Mais, dit-il, alors je caricature, mais au fond, peu importe que je sois homosexuel, catholique, auvergnat, ou musulman, bisexuel, breton, ce qui importe, c'est que je manifeste dans la rue pour ou contre le budget. Et quand je fais ça, je dépasse mes appartenances communautaires pour m'inscrire dans une communauté politique. Cette communauté politique, ça peut être la nation, mais évidemment, vous l'avez compris, ça peut être la ville, la région, le département, et ça peut même être, dit Habermas, qui a écrit là-dessus, ça peut même être l'Europe. Donc l'espace public, si on s'en tient à ces visions, à ces trois auteurs, c'est l'espace de médiation. Un quatrième auteur qui est important, c'est Claude Lefort, qui dit l'espace public, c'est l'espace où il est légitime de dire qu'une décision légitime est illégitime. Ou pour le dire plus simplement, l'espace public, c'est l'espace où on peut contester, où on peut dire non, ce n'est pas normal. Par exemple, les réformes des retraites, il y a eu le 49.3, tout le monde a pu manifester en disant c'est pas normal. Si vous êtes en Russie et que vous dites que la guerre en Ukraine n'est pas normale, vous allez en prison. Donc le test de la démocratie, c'est pouvoir dire non. Donc à cette aune-là, on est encore en démocratie. Même si, on y reviendra, on peut, sur d'autres critères, on peut dire qu'on n'est plus en démocratie. Donc, la vision traditionnelle de sciences politiques et de philosophie politique, c'est de voir l'espace public comme un espace de médiation. Simplement, les architectes voient autre chose. Ils parlent des lieux publics, de l'aménagement public. Et tout le travail de quelqu'un comme Thierry Pacaud, qui est urbaniste, et qui est un collègue qu'on fréquente dans la revue Hermès, c'est d'essayer, avec lui, on essaye de réconcilier les deux dimensions. Et donc, ce qu'on dit, c'est que l'espace public, c'est pas simplement un espace de médiation, et ça permettra de... Retenez ce que je dis, parce que ça permettra de comprendre un peu mieux ce qu'on va dire après sur le numérique. C'est aussi un espace d'engagement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a beau dire la révolution Facebook en Tunisie, si les gens ne descendent pas dans la rue, s'il y a des gens qui ne se mettent pas en face des canons, s'il y a des gens qui ne prennent pas le risque de mettre en jeu leur intégrité physique, il n'y a pas de révolution. Il n'y a rien qui se passe. Et donc, l'espace public, c'est aussi cet espace physique, c'est ces lieux publics où on s'engage, où on met en jeu son intégrité physique. Et regardez comment les gilets jaunes ont occupé, ont fait des ronds-points, des espaces publics où on rediscutait, mais où il y a eu des morts parce que c'est dangereux d'occuper des ronds-points. Donc l'espace public, c'est simultanément cet espace de médiation et cet espace d'engagement où on remet en cause son intégrité physique. Voilà un peu ce que je raconte dans l'introduction.
Donc j'en viens à la présentation de ce bouquin. Ce bouquin, c'est une collection. Et cette collection, c'est moi qui l'ai créée, qui s'appelle Les Essentiels d'Hermès. Et l'idée, c'était quoi? C'était de dire que quand on s'adresse au grand public, au fond, on a deux choix. Le premier, c'est la vulgarisation, c'est-à-dire simplifier encore ce qu'on dit pour que tout le monde puisse y accéder. Et l'idée que je défends, c'est que le chercheur est le plus mal placé pour le faire. Il y a très peu de chercheurs qui arrivent à faire ça, parce qu'on est dans la complexité, etc. Et donc, c'est un boulot de journalistes, de médiateurs, des gens de médiathèque, d'enseignants, etc. Par contre, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est autre chose. Ce que j'ai voulu faire dans cette collection, c'est la démocratisation du savoir. C'est-à-dire de permettre aux gens d'accéder à des articles scientifiques. Et pour cela, le travail, c'était d'avoir un glossaire, avec des termes compliqués, d'avoir une présentation faite en termes les plus simples possibles, et d'avoir une hiérarchie des textes, d'aller du plus simple au plus compliqué, et le dernier étant celui d'Étienne Tassin. Et de travailler sur les titres, les intertitres, etc. Et donc, on est bien au cœur de la démocratie. Pour qu'il y ait espace public, il faut que les gens débattent, mais pour que les gens débattent, il faut qu'ils aient des connaissances. Et donc, il faut qu'ils aient des informations fiables. Vous voyez que je commence à anticiper le débat après sur le numérique. Et donc, ce livre, on avait fait une première version en 2008, et on s'est dit, qu'est-ce qui a changé entre 2008 et 2024? Et évidemment, tout le monde disait, le numérique. Tous les collègues disent le numérique, il y a un espace public numérique, ça change tout. Et le parti pris du bouquin, c'est de dire, oui, le numérique change beaucoup de choses. Oui, le numérique est dangereux pour la démocratie. Il apporte un certain nombre de choses. Il a des effets ambivalents sur la démocratie, mais quand on fait la balance du pour et du contre, c'est plutôt le contre qui l'emporte largement. Il n'empêche que, séparé du livre, le numérique n'a pas changé fondamentalement l'espace public. Donc il change notre rapport à la démocratie, mais il ne change pas l'espace public, ce que j'essaierai de défendre tout à l'heure. Et donc du coup, on a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a insisté sur trois choses. Un, le féminisme. Le mouvement MeToo, l'égalité homme-femme. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans la politique, dans l'espace public, le féminisme? Comment les féministes se sont saisis cette question de l'espace public? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement ces espaces publics de proximité, dont parlait Abdallah. Aujourd'hui, on a des laboratoires récréatifs qui se mettent en place. Par exemple, la station, quand à Superbès, au Luran, il n'y aura plus de neige, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est important d'avoir des loisirs, d'avoir des activités de plein air, de sport. On nous dit bouger, c'est bon pour l'obésité, prenez l'activité, le bladder, avoir des rapports avec la nature. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc on met les gens autour, on se dit, on va réfléchir, on va se mettre autour d'une table et on va réfléchir à nos loisirs. Ce qui est une manière aussi de réfléchir à notre travail, que qu'est-ce qu'on veut faire dans ce. Alors, je vous parle de ça parce que l'auteur est là dans la place, donc du coup je suis un peu troublé. Je dis, si je dis des conneries, il va me fliquer après. Mais donc l'idée, c'est de profiter de l'intelligence collective, de mettre des gens et de réfléchir à nos loisirs. Mais parce que réfléchir à nos loisirs, c'est réfléchir à l'habitabilité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de détruire les conditions d'habitabilité de notre planète. Et donc c'est comment on fait pour à la fois s'amuser, se détendre, sans détruire la planète, sans emmerder les autres, et en ayant du bon temps. Parce que la vie n'est pas faite que pour travailler et pour être sérieux. Et il y a aussi les cafés. On a un article aussi sur les cafés. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais à Clermont, on a la chance d'avoir le premier café lecture associatif, qui est les Augustes. Et à partir de ce café associatif, on a créé un réseau, le réseau des cantines, le réseau des cantines et culturelles associatives, qui comporte 150 cafés associatifs dans toute la France, sur plus de 300. Et donc il y a un texte sur qu'est-ce qui se passe dans ces cafés, etc. Et puis la troisième thème, et là je vais me taire, c'est la question de l'écologie et des rapports avec le vivant. Et le spécialiste est à côté de moi. Merci, sans transition. Alors, Eric nous a dit plein de choses sur l'espace public et il en parle, on est tout à fait OK avec tout ça, il en parle d'une certaine manière parce qu'il a une certaine lecture, notamment de Jürgen Habermas et notamment de ce concept-là. Moi, j'en ai toujours eu un peu différente et maintenant, elle l'est vraiment.
dans le fond, pas tant que ça sur l'enjeu de l'espace public comme étant un enjeu éminemment démocratique, mais dans la forme d'expression de l'espace public aujourd'hui, je crois qu'on a un peu perdu l'élan critique face à la proposition qu'a fait Habermas dans les années 60, puis renouvelée dans les années 80. Parce que si ça a été un objet critique pour un regard plus féministe avec Nancy Fraser ou un regard plus prolétarien avec Oscar Knight, aujourd'hui, on est dans une situation où la question écologique est quand même pas traitée dans l'espace public comme elle devrait l'être, c'est-à-dire comme un objet démocratique. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, Eric vient d'en parler, la question de l'habitabilité, c'est avant tout la question des ressources, et c'est avant tout la question de qu'est-ce qu'on a fait des ressources qui nous étaient livrées par la terre que l'on habite, et est-ce que ces ressources-là, aujourd'hui, nous permettent de continuer à vivre au rythme où on vit dans les années qui viennent? Absolument pas, on est à peu près tous d'accord avec ça, ou en tout cas, depuis les années 70 et le rapport Meadows, on sait très bien qu'on surconsomme des ressources, et que ces ressources-là, elles ne nous permettent pas, si on continue à les user et en abuser comme on le fait à l'heure actuelle, on ne permettra pas de poursuivre cette habitabilité comme on l'a vécu à l'espèce humaine jusqu'à là. Et donc ça veut dire que aujourd'hui, puisqu'on surconsomme des ressources, la question écologique ne se pose pas en termes de est-ce qu'on protège notre environnement. La question écologique, elle se pose en termes de est-ce que l'espèce humaine peut continuer à habiter la Terre en utilisant les ressources d'une autre manière qu'elle l'a utilisé jusqu'à là. Et là, ça veut dire que, de mon point de vue, il y a une question à se poser, c'est-à-dire comment on va négocier entre nous, mais aussi comment on va négocier avec les ressources cet épuisement. Comment on va négocier entre nous et comment on va négocier avec les ressources une autre forme d'habitabilité dans les années à venir. Et en fait, ça pose une vraie question démocratique à double hélice. C'est qu'on va être obligé de se poser la question entre nous sérieusement, ce qu'on ne fait pas. On ne se pose pas encore sérieusement la question entre nous démocratiquement dans l'espace public de ce que l'on va faire du manque de ressources. Je ne vais pas vous citer aujourd'hui les auteurs qui parlent de la situation, et je ne suis pas effondriste, mais la réalité est qu'on est quand même face au mur et que ça va faire mal, ça va faire vraiment mal. Et donc on ne se pose pas la question aujourd'hui entre nous suffisamment sérieusement de ces ressources et de la surconsommation des ressources, et de comment on va pouvoir faire pour vivre et continuer à vivre dans un environnement qui ne pourra pas bénéficier de la ressource comme il en a bénéficié jusqu'à là. Mais on peut aussi se poser la question avec la ressource. Et ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'Éric est moins d'accord avec moi. C'est est-ce que l'entité du vivant non humain, donc de ces ressources, quand on va couper la moitié d'une forêt pour en faire des meubles Ikea, quand on va creuser plus profond dans des fosses marines pour aller chercher du pétrole, pour alimenter nos voitures, nos camions et j'en passe, comment on surexploite le phosphate pour produire des engrais pour faire pousser notre nourriture. Cette ressource-là, c'est du vivant non humain qui est là, qui a été là, qui est en cours de ne plus être là ou plus dans les mêmes modalités. Et ça va créer une forme d'expression, qu'on le veuille ou non, dans l'espace public. La réaction de cet épuisement des ressources se fait sentir. C'est-à-dire que la crise climatique, aujourd'hui, je considère qu'une inondation, une tempête, un méga-feu, c'est une expression du vivant non humain dans l'espace public. Il vient s'exprimer pour réagir à une surconsommation, à une surutilisation, à une mauvaise utilisation, une mauvaise entente, une mauvaise conciliation avec lui.
c'est quand on ne respecte plus la forêt comme elle doit être respectée, qu'effectivement le feu apparaît, et que là, il exprime quelque chose dans l'espace public, que moi je considère être un espace public qui dépasse l'espace humain. Et donc, moi je pose la question dans ce texte-là de dire, ben, finalement, Habermas, oui, il a accepté la critique féministe, il a accepté la critique prolétarienne, mais est-ce qu'on a fait une critique d'Habermas sans être une critique totalement négative? Je suis tout à fait OK avec ce qu'a fait Habermas, il a fait un travail extraordinaire, mais il était victime de son époque. C'est-à-dire que dans les années 60, 80, est-ce que la question du vivant non humain et de la relation dans l'espace public démocratique qu'on doit avoir avec un vivant non humain qui va s'exprimer dans une crise climatique, bah, ce n'était pas encore vraiment une question. Donc il était victime de son époque, il n'a pas traité cette question-là. Or, aujourd'hui, moi, je postule qu'on ne peut plus faire autrement que de s'interroger de la place que l'on laisse entre nous et avec le vivant non humain, de ce que l'on est d'accord de négocier entre nous et avec ce vivant non humain. Et donc, la critique que je fais, moi, dans ce texte-là, c'est de dire, bah, en fait, dans l'espace public habermasien, on est passé à côté de la place que doit occuper cette entité-là, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, du coup, ça vient poser la question pour nous, en sciences de la communication, de, ben alors, mais c'est quoi de négocier avec les entités non humaines, le vivant non humain? Et comment on va négocier avec le vivant non humain? Ça pose une question ontologique très puissante, et nous, ça nous repousse dans nos retranchements. C'est-à-dire que là, on est un petit peu... voilà, on ne sait pas trop comment prendre cette question-là. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là que la recherche apparaît vraiment. C'est est-ce que scientifiquement, on a les moyens aujourd'hui de poser réellement et sérieusement la question de comment on entre en relation avec le vivant non humain, et comment on traite cette question-là, et comment on négocie avec lui. Alors moi, j'ai la chance aujourd'hui, parce que dans mes axes de recherche qui touchent à cette question-là, je suis en contact, je travaille avec des peuples qui, eux, ne se sont jamais vraiment posé la question, parce qu'ils ont toujours gardé cette forme de relation et cette forme de négociation avec leurs ressources, qu'ils vivent comme une entité non humaine. Et donc, à ce moment-là, on sait qu'on a des espaces de dialogue qui existent pour certains peuples entre l'humain et les entités humaines, non humaines, vivant non humaines. Et donc c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe en Amazonie, en Amérique centrale, en Afrique centrale, en Asie du Sud-Est, dans certains cadres anthropologiques complètement différents du nôtre, pour s'interroger de quelle relation on a avec les entités non humaines. Et là, à ce moment-là, on découvre que nous, on a été pris par deux courants extrêmement puissants qui se sont alimentés. C'est l'écriture. L'écriture a été un artefact qui est venu produire une manière d'exprimer ce que l'on avait à exprimer en tant qu'être humain. Et l'écriture nous a éloignés d'une relation plus mystique, plus cosmologique avec des entités non humaines. Et cette écriture-là, elle nous a séparés de notre relation plus mystique, plus incarnée, plus charnelle, plus émotionnelle avec les vivants non humains. Et on est venu petit à petit à accélérer ce processus de séparation qui aujourd'hui nous amène à surutiliser l'écriture dans sa version la plus déshumanisée, c'est le numérique. C'est-à-dire que c'est même plus l'écriture, on prend sa plume et on écrit sur un bout de papier qui garde un contact physique, mais on est dans le cloud, voilà, on est hors du contact physique, et on a poussé l'écriture, donc la séparation avec le vivant non humain, au maximum en entrant dans la sphère du numérique et dans l'écriture numérique. Et donc ce que je dis là dans le texte, c'est, on n'a pas à poser la question de la place des entités non humaines, du vivant non humain dans l'espace public, et pourtant il est là, et pourtant il s'exprime, mais il est invisibilisé, et on n'a pas d'expression de sa voix dans l'espace public pour se poser la question ensemble, de ce que ça va vouloir dire que de négocier avec lui, et ça veut dire que ça nous montre notre propre faiblesse à négocier entre nous, alors que c'est facile de le faire, parce qu'on a tous les moyens de le faire, et que ça pose la question de la trajectoire inverse qu'on a pris, c'est-à-dire
d'aller vers l'écriture puis le numérique, qui sont des formes qui nous ont éloignés encore plus de cette possibilité d'être en relation et en négociation avec ces entités-là. Donc la conclusion du texte, c'est de dire qu'il va falloir reposer la question dans l'espace public de la place de ces entités-là, parce qu'elles sont là et qu'elles s'expriment, et qu'on le veuille ou non, elles s'expriment, elles causent des torts, des morts, des dégâts, et il va falloir se reposer la question sérieusement de cette place-là, et en se reposant la question, il va falloir accepter de revenir à des formes de communication et d'interaction qui vont mettre à distance, premièrement, le numérique, sérieusement, parce qu'en plus, c'est la cause et la conséquence de la situation, et mettre à distance aussi la pure relation par l'écrit et son expression langagière qu'on utilise, nous, pour rentrer en interaction. Et se poser la question de quelle forme d'interaction on va pouvoir élaborer pour rentrer en connexion et en dialogue avec ces entités-là. Donc c'est ce que je dis dans le texte et qui nous relie par un grand écart avec la question critique que l'on se pose depuis longtemps avec Eric sur le numérique et ses effets. Bon, en fait, finalement, ces effets, c'est de nous éloigner encore plus de là où on devrait aller. C'est ma position à moi. Et donc merci Nicolas de faire la transition. Du coup, sur le numérique, on arrive à la troisième partie de la conférence. Vous jusqu'ici, vous avez parlé d'espace public, mais pas trop du numérique. On vient de commencer à le faire. Du coup, il y a quand même deux manières de faire le numérique. Soit on est dans une vision technophile en disant le solutionnisme numérique, c'est un peu la position de la Silicon Valley. On trouvera toujours une solution. On aura toujours une solution technique. Jusqu'ici, l'homme est intelligent, il a toujours trouvé des solutions, et donc on trouvera une solution. Et le numérique sera sa propre solution, et c'est l'IA en ce moment. L'IA va nous sauver de tout. La deuxième, c'est la technophobie en disant faut revenir un peu, faut arrêter avec tout ça parce que ça nous coupe de plein de choses. Il y a une voie médiane qui est celle de réflexion critique sur la technique qui existe depuis très longtemps. Et dans cette réflexion critique, cette voie médiane sur penser la technique, on a deux positions. La première, c'est de dire, et Nicolas en parle dans le bouquin, c'est de dire, toutes ces technologies-là, et si c'était des technologies zombies, c'est-à-dire déjà morts-vivantes, puisque, alors il y a plein de raisons, mais pourquoi? Ne serait-ce que toutes ces technologies fonctionnent aux terres rares. Et si le français veut dire quelque chose, terre rare, c'est que c'est rare. Et donc, comme on a des milliards, il y a 4 milliards de smartphones, au bout d'un moment, ces terres rares n'existeront plus, puisqu'elles sont rares. Et donc, ces technologies vont s'effondrer. Donc ça, c'est une première vision. Une deuxième qui est plus complémentaire que contradictoire, c'est celle d'un philosophe qui s'appelle Jacques Ellul, et qui a dit « toute technique est ambivalente ». Donc on nous dit souvent que la technique est neutre. Souvent, avec un couteau, je peux couper la viande à mon voisin qui s'est cassé le bras, c'est plutôt positif. Ou je peux lui mettre un couteau dans le cœur et c'est négatif. Donc l'outil est neutre, la technique est neutre. Et lui, il dit non, c'est pas neutre. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est ambivalent. Toute technique est ambivalente, et y compris l'écriture. L'écriture, dit-il, ça nous a permis d'accumuler du savoir, ça nous a permis à la science de faire des progrès immenses, ça a permis la médecine, ça a permis aussi les droits de l'homme. Donc c'est génial l'écriture. Mais l'écriture, c'est aussi des commandements, et ça aussi permet Auschwitz et Hiroshima. Donc l'écriture est ambivalente. Dans ce cas-là, le numérique est ambivalent aussi. Donc il a des avantages. Et si on regarde la question qui nous préoccupe, et qui me préoccupe moi, c'est la démocratie, effectivement, on voit que le numérique est un formidable outil de mobilisation. On a vu avec MeToo, ça permet de se mobiliser. On a vu aussi la révolution Facebook, etc. Ça permet, on voit la génération Z, donc ça permet de se mobiliser, les gilets jaunes. Donc ça permet de se mobiliser, c'est plutôt positif pour la démocratie. Ça augmente aussi les capacités de liberté d'expression. On peut s'adresser à beaucoup de monde et on n'est plus obligé de passer par les médias. Une personne peut avoir des millions d'utilisateurs s'il a du talent. Et on a une libéralisation de la parole.
on n'a plus cette façon tribune de... Aujourd'hui, on peut s'adresser à 10 millions de gens, même si on ne sait pas bien parler, même si on s'exprime mal, même si on bégaye, même si on fait des fautes de français. Aujourd'hui, c'est plus un problème pour s'adresser et trouver son public. Donc, ça a des avantages. Par contre, ça a plusieurs inconvénients. Et donc, je vais m'attacher à deux. Le premier, c'est ces réseaux sociaux numériques. On dit ces réseaux sociaux, c'est génial, il y a des débats politiques. Mais tout débat politique n'est pas un espace public. Et n'est pas un espace public démocratique. Et c'est pour ça qu'il faut lire jusqu'au bout le livre, c'est Étienne Tassin qui distingue espace public et espace commun. L'espace public, c'est ce qui permet de nous arracher à nos communautés pour faire appartenir à une communauté plus grande qui est la communauté nationale ou une communauté politique, où on parle de politique, et donc on s'arrache à nos communautés religieuses, géographiques ou sexuelles, pour parler d'intérêt général. Alors que l'espace commun, c'est l'espace qui fonde la communauté. Et c'est quoi les réseaux sociaux numériques ? Et là, je me bats, là, ce bouquin, il est contre tous les collègues qui disent les réseaux sociaux numériques, c'est génial, c'est des espaces publics numériques. Non, ce n'est pas des espaces publics numériques, parce que ce sont des espaces communs. On est ensemble, on est plus ou moins d'accord. Et d'ailleurs, quand on n'est pas du tout d'accord avec quelqu'un dans un espace public, pas dans un espace public, mais dans un réseau social, qu'est-ce qu'on dit ? On dit c'est un troll, donc un infra-humain. Et donc on est excommunié de la communauté des hommes. Et donc par les réseaux sociaux créent du commun. Et c'est bien de créer du commun. Vous arrivez dans une ville, vous savez pas, vous trouvez personne, vous allez trouver, tiens, quels sont les gens qui aiment les échecs ? Et vous les rencontrez, discutez avec des gens qui aiment les échecs. Et c'est très bien de discuter. Sauf que c'est la multiplication de ces espaces communs, ça ne fait pas espace public. Et au bout d'un moment, ces espaces communs peuvent aussi s'opposer à l'espace public. Les communautés ne se parlent plus ensemble. Et c'est ça qu'aujourd'hui on ne sait plus faire. On ne sait plus construire des accords. Et la démocratie, si on revient à le fort, c'est fondamentalement de dire, moi j'aime la couleur verte, moi j'aime la couleur orange, moi j'aime la couleur rouge, ok, tu aimes ce que tu veux, mais au feu vert tu passes et au feu rouge tu t'arrêtes et au feu orange tu fais attention. Quel que soit ton avis sur la couleur. Quels que soient nos désaccords, nous devons trouver des règles pour vivre ensemble. Et ces règles, à partir du moment où on est enfermé dans des communautés, on n'est plus habitué à construire nos désaccords. On est plus ou moins d'accord avec des gens, donc c'est facile de discuter avec des gens qui pensent comme nous. On ne sait plus penser avec des gens, discuter avec des gens qui sont plus comme nous. On ne sait plus parler comme Moss, on ne sait plus s'opposer sans se massacrer. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? La plupart du temps, on s'en va, on refuse le dialogue, on refuse la communication. Et ça, c'est dangereux, parce qu'une des leçons d'Athènes, c'est pourquoi la démocratie se soutient ? Parce que justement, il y a de la communication. La communication, c'est pas la persuasion, c'est pas le marketing. La communication, c'est essayer de co-construire du sens entre personnes libres et égales. Et donc, il y a ça de spécifique à la démocratie et à la communication. La démocratie, c'est vivre ensemble en respectant la liberté et l'égalité. Et donc, la communication de tous les jours, ce que j'appelle la communication civique, renforce la démocratie puisqu'elle renforce ce lien égalitaire entre personnes qui sont libres et égales. Quand cette communication s'affaiblit, la démocratie s'affaiblit, puisqu'on n'a plus l'habitude d'avoir des relations libres et égales avec des personnes qui ne pensent pas comme nous. Et du coup, donc ces communications civiques s'affaiblissent, mais la communication dans l'espace public, ce que j'appelle la communication publique, s'affaiblit aussi. Parce que du coup, comme on a l'habitude d'être dans des communautés, que tout d'un coup on se retrouve dans l'espace public, soit on s'en va, donc plus de communication, la non-communication, soit on se clash, c'est la culture du clash. Et donc on s'insulte, et on s'excommunie. Et donc l'espace public se dégrade, on n'est plus sur des discussions sur l'intérêt général où on essaye de construire des accords, on essaye plus de dire on n'est pas d'accord, mais on va essayer de vivre ensemble. On cherche à imposer son point de vue. Donc d'un côté, on a ces réseaux sociaux qui créent des espaces communs, et ces espaces communs affaiblissent la communication publique dans l'espace public.
De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Si on prend tous ces outils, moi, que j'appelle de connexion numérique, parce que j'ai écrit un article que vous trouvez facilement sur Internet, qui s'appelle « La communication numérique n'existe pas ». Donc, j'avais pas fumé la moquette. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Que justement, la connexion, c'est pas de la communication. La connexion, c'est instantané. La connexion, ça relie des machines de manière instantanée. La connexion, ça ne critique pas. Les données circulent, elles ne se critiquent pas entre elles. Alors que la communication, c'est des relations humaines qui prennent du temps, parce qu'il faut prendre du temps pour comprendre pourquoi on ne se comprend pas. Là, je renvoie à mon bouquin. Et la communication humaine, c'est aussi de l'esprit critique. C'est aussi prendre du temps de dire bah, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là. Et donc, on a aujourd'hui tous ces appareils de connexion numérique, ce qu'on appelle pour simplifier le numérique. Ça ne crée pas un espace public virtuel, comme le disent mes collègues. Ce que ça crée un espace marchand où on est obligé d'être visible. Il y a une injonction à la visibilité. Aujourd'hui, c'est combien on a de likes. On devient les vendeurs de son propre marque. On a une injonction à la visibilité. Ah ben, t'es pas sur Facebook, t'es pas sur machin, t'as quelque chose à cacher. Et donc cette injonction à la visibilité, ça crée un espace marchand totalitaire. Pourquoi totalitaire? Puisqu'il est gouverné par les algorithmes. Et les algorithmes, c'est plus nous qui les définissons. Or la démocratie, c'est l'autonomie, autonomos, se donner à soi-même ses propres lois. Quand j'entends démocratie, qu'on se comprenne bien, je ne parle pas forcément de la démocratie représentative. La démocratie, c'est l'autogouvernement des gens par eux-mêmes. On est en démocratie, John dit oui, quand les gens qui ont un problème peuvent résoudre eux-mêmes ce problème. Et c'est pour ça qu'il travaillait sur l'éducation, puisque sans éducation, on a du mal à résoudre nous-mêmes nos problèmes. Donc, et je terminerai par là, c'est là tout le paradoxe que je vous disais, j'ai énoncé au début. Pour moi, il n'y a pas d'espace public virtuel, c'est un non-sens théorique, tout simplement parce que l'espace public, c'est aussi s'engager dans son intégrité physique, et derrière l'écran, on ne met pas en jeu son intégrité physique. Quand on va dans la rue, oui, on la met en jeu, pas derrière son écran. Et donc, il n'y a pas d'espace public numérique. Par contre, on a deux phénomènes, des espaces communs numériques qui affaiblissent la communication publique et la création d'un espace de visibilisation marchande qui, du coup, détruit l'espace privé. Puisque, du coup, nos données, dès que nous cliquons sur... Nous donnons nos données. Nous sommes, dit Poitvin, nous sommes des consommateurs qui sommes consommés par la machine pour satisfaire nos désirs de consommation. Et donc, le numérique n'influence pas directement l'espace public, mais il menace la démocratie. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer. Et on vous remercie tout de votre attention et de votre écoute attentive. Nicolas, pour cet exposé où plein de questions ont été posées et je ne doute pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous avez des questions, des éclaircissements, des interventions. À vous la parole. Et même des désaccords. Je te passe le micro. J'en ai pas pour longtemps. Bon, pour moi, c'est difficile d'intervenir après votre exposé parce que simplement, je ne comprends pas tout. Mais j'ai pensé à différentes choses. Quand Nicolas, je ne me souviens pas de votre nom, donc je vais employer Nicolas. Oui, c'est parfait, Nicolas. Si vous me permettez. Bien sûr. Ce que vous avez exposé sur comment prendre en cause dans l'espace public les éléments de la nature, ça m'a rappelé quelqu'un que Éric doit connaître à Clermont-Ferrand, Diego Landivar, qui nous parlait de la constitution bolivienne, où on avait fait une reconnaissance juridique de certains éléments naturels, rivières, eau, etc. Je me souviens de ça, mais je crois qu'il y a des juristes qui travaillent sur cette question, ici en France et ailleurs.
Concernant, je ne sais plus. Concernant le numérique, alors, les définitions que vous avez données des espaces, enfin, de l'espace public ou les espaces publics, prosaïquement, moi, l'espace public, je vois une sorte d'agora où les citoyens discutent entre eux de la res publica, de la chose publique. Et ces citoyens échangent à partir des connaissances et des biais qu'ils ont. Vous avez dit, enfin c'est Eric qui parlait de Kant, je crois, ou Kant vis-à-vis des populations noires. Bon, mais ça m'a fait penser aussi à la question de l'hégémonie culturelle, concept gramscien, et repris par l'extrême droite aujourd'hui, que justement, afin d'intervenir sur le débat public dans l'espace public, il s'est agi de former les citoyens ou de conformer à une idéologie. Bon, et par exemple, on sait très bien que l'extrême droite a été la plus prompte, en tout cas en France et peut-être même ailleurs, à s'emparer des outils numériques de manière massive et de diverses. Ils ont été ils sont assez en pointe là-dessus. Bon, je vais peut-être en rester là. Et oui, alors aussi, dernière chose. Je me souviens d'un texte écrit par un des dirigeants de Google vers 2006-2007, en anglais « How we shape the world » ou « Comment nous allons façonner le futur ». C'était un certain Schmidt qui écrivait ça et qui disait que les États devraient recenser les personnes qui ne sont pas utilisateurs des outils numériques. Il le dit de manière explicite dans son texte. Et je remets ça maintenant avec les écrits de Asma Mala, cette jeune politologue française qui a écrit Technopolitique il y a 2 ans, je crois, et son dernier livre Cyberpunk, où justement, en substance, elle dit que les GAFAM, enfin tout l'appareillage, le système numérique américain, bon, il y a aussi un peu les Chinois aussi, on est au-delà, j'arrive pas, excusez-moi, mais je comprends pas tout et j'explique très mal. Mais, enfin voilà, je veux dire, vous connaissez probablement les écrits d'Asma Mala et voilà, si vous voulez bien dire des choses là-dessus, je vous remercie. Ça va être compliqué, il faut pas que ça dure longtemps. À ce moment-là, ça fait partie des auteurs qui continuent à mettre le numérique au cœur de la question quand même. Moi, pour le coup, ça ne m'intéresse déjà plus. En fait, dans le sens où, comme le disait tout à l'heure Eric, c'est et je le reprends de chercheurs qui sont soit passés à Clermont-Ferrand, soit sont à Clermont-Ferrand comme Diego. Cette technologie zombie, en fait, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à se poser la question de tout ça parce que sa finalité, sa finitude est extrêmement proche. Donc on peut se le triturer dans tous les sens si on veut. En fait, je ne crois pas que ça soit un objet qui nécessite autant d'écriture, alors qu'on n'en est tellement plus à se poser la question de cet objet-là, quand, à mon sens, l'urgence est diamétralement opposée, et de se poser la question de comment on arrête d'utiliser juste le bout de nos doigts pour tapoter sur des touches fictives, et qu'on essaye de les utiliser pour se reconnecter à quelque chose de vivant. Et donc ça, c'est un grand écart. Donc en fait, ces auteurs-là qui continuent à poser ces questions, pourquoi pas ? C'est vrai que c'est plus mon sujet à moi, parce que je crois que, et même les GAFAM, en réalité, aujourd'hui, il y a plein de cadres des GAFAM qui s'expriment assez ouvertement sur la finitude de leur modèle
et qui est clairement explicite, bon, voilà, du coup, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que les acteurs économiques qui pilotent ces objets-là, qui, par l'intermédiaire de certains journalistes ou intellectuels, deviennent des objets politiques, sont déjà plus des objets politiques pour les gens qui l'ont créé eux-mêmes. Ils sont déjà en train de dire, allez, on est au bout de tout ce qu'on a pu prendre, quoi. Et je mets entre parenthèses l'IA qui peut être une autre question. Mais sur les GAFAM et leur objet central, c'est déjà même plus un sujet pour eux-mêmes. Donc ouais, ça me pose question, ces auteurs-là. Voilà, pour moi, c'est juste plus un objet central à mon sens. Du coup, c'est là que vous allez voir les désaccords. Parce que toute la question, c'est celle du moyen terme et du long terme. Donc, comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Donc à long terme, effectivement, il n'y aura plus d'ordinateur. Mais dans combien de temps ? Et moi, je crois que les GAFAM, c'est un vrai sujet sur la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas combien ça veut dire, mais là où on est tous d'accord, c'est que l'urgence, c'est quand même de lutter contre, de faire en sorte que la Terre continue d'être habitable, puisque la Terre elle vivra après nous. Mais que du coup, c'est pas du tout la priorité des GAFAM, et qu'on est dans un truc mortifère, et ce qui risque de nous arriver, c'est vraiment une dictature pour s'adapter à un moment donné. Et donc, pour moi, la meilleure solution pour passer, pour transiter, pour une métamorphose, pour bifurquer, on appellera ça comme on veut, c'est quand même l'intelligence collective. Et que ce que font les GAFAM, c'est d'installer un peu partout la dictature. Et pourquoi l'extrême droite s'empare assez facilement de tous ces outils ? Parce que c'est assez simple. C'est beaucoup plus facile de raconter n'importe quoi que de propager, de dire des positions nuancées sur un certain nombre de choses. Et donc il y a un espèce de paradoxe qui est plutôt sain. Que les gens doutent de l'autorité, c'est plutôt bon pour la démocratie, au fond. Hein ? D'ailleurs, si on y réfléchit, même Descartes dit « je doute de tout ». Donc de douter de tout, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on croit n'importe quel guignol. Là, c'est dangereux. Mais le fait qu'on rejette l'autorité et que les arguments d'autorité pèsent de moins en moins, c'est pas forcément négatif. Après, l'autre problème, c'est justement, moi, c'est quand même se connecter avec le vivant, ok. Mais quel vivant ? Puisque quand je marche sur de l'herbe, c'est du vivant. Quand je dors et que j'écrase 5 millions d'acariens, c'est des vivants aussi. Donc de quel vivant on parle ? Premier problème. Deuxième problème, donner une voix à la rivière qu'on pollue, à la montagne qu'on exploite. Ok, mais qui parle ? Moi, c'est la différence avec Nicolas, moi j'ai été élevé par Rahan. Et dans Rahan, il y a toujours un sorcier qui dit « Ah, le volcan a dit ceci, ah, la rivière a dit ça, ah, la lune nous dit cela. » Et en fait, c'est de la manipulation. Et donc, moi, j'ai un peu peur que sous prétexte de se reconnecter au vivant, de respecter toutes les croyances, on en vient à revenir à... Justement, on rejette toutes les lumières. Or, si les lumières, il y a des choses à revoir et à critiquer, il y a bien une chose à retenir, c'est de se méfier des religions, et en tout cas, qu'on n'est pas du tout obligé de revenir à ces... On peut respecter toutes les religions sans, au niveau, aujourd'hui, sombrer dans ces religions de Gaïa, de machin, etc. Et donc là, c'est une des différences. Mais une des questions que je pose, on voit bien qu'il y a quand même des paradoxes de ces penseurs du vivant et de ces questions-là. C'est que d'un côté, on dit que la démocratie représentative est à bout de souffle, que nos représentants ne nous représentent pas très bien, et du coup, qui représente ? Et pourtant, on va élire des personnes qui vont représenter la nature, la montagne, etc. Et donc là, il y a un nœud qui est intéressant à creuser, qui n'est pas forcément toujours dénoué. Voilà. Posez vite une question, parce que je vais lui répondre. Question. L'État ne fait pas la différence entre l'espace public et l'espace commun. Et puis, je voulais introduire la notion d'indifférence qui joue comme un rôle négatif à l'intérieur de l'espace public. Parce que, une autre question, si on prend la rue comme forme d'espace public, l'homme lambda
risque, disons, son intégrité physique à chaque fois qu'il traverse la rue. Et voilà, je m'arrête. Oui, sur l'indifférence, il faut séparer l'indifférence volontaire de l'insécurité identitaire. C'est-à-dire que parfois on va avoir tendance à penser que l'indifférence des uns par rapport aux autres est liée à la volonté de ne pas le voir et de le mettre à distance. Sauf que très souvent, c'est lié à des faiblesses identitaires et à une peur de l'altérité, une peur de rencontrer l'autre, hein, mais par une profonde inquiétude liée au manque de construction de son identité, ce qui pose la question, hein, du coup, de toutes les interactions humaines qu'on va pouvoir vivre dans notre processus de socialisation qui vont alimenter notre identité. Et si vous diminuez par moitié le temps d'interaction avec des êtres humains pour construire votre identité et que vous y mettez des écrans, bon, bah oui, là, l'identité, elle peine à se construire, et donc on a peur de l'autre. Et donc, c'est plus vraiment de l'indifférence. L'indifférence, c'est choisi. La peur de l'autre et de l'altérité, la difficulté de l'altérité est subie. Et là, les écrans jouent un rôle dramatique dans tout ça, à mon avis. Du coup, la question, pour moi, c'est quoi concrètement l'espace public? Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a espace public ou pas? Pour moi, pour qu'il y ait espace public, il faut qu'il y ait au minimum 4 conditions. 1, que ça soit ouvert à tous. Et donc, qu'il n'y ait pas, que tout le monde puisse, que tous ceux qui puissent, comme aujourd'hui, tous ceux qui voulaient venir ici, qui étaient informés, donc ça pose la question de l'information, mais tous ceux qui voulaient venir ont pu venir. Voilà. Sans condition d'âge, de sexe, de cotisation. Voilà. 2, c'est le respect de l'égalité et de la liberté. On n'est pas en train de dire il y a une race supérieure, les hommes sont supérieurs aux femmes, les noirs sont supérieurs aux blancs, les blancs sont supérieurs, les religions. Voilà. Donc, c'est la 2e condition. La 3e condition, c'est de parler Les hommes ne sont pas supérieurs aux vivants. La 3e, ça je suis pas d'accord. La 3e condition, c'est de débattre l'intérêt général. Et la 4e condition, c'est vraiment de débattre. C'est qu'il y a un vrai débat. Et donc un échange contradictoire d'arguments. Et non pas un dialogue de sourds. Et quand on regarde ça, il y en a très peu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à mon avis, on rejoint les tiers-lieux. C'est quand même bizarre qu'à ces moments-là, il y ait plein de cafés qui ferment et qu'on essaye d'en refermer. On est en train d'essayer de reconstruire, à l'heure du numérique, où justement où tout le monde est derrière son écran, qu'on ait besoin de recréer ces lieux tiers où on se rencontre, où on puisse discuter, où on puisse... Voilà. Et c'est cette nécessité, hein, de refaire politique, de rediscuter de l'intérêt général. Et donc, l'espace public aujourd'hui, si on suit Habermas, c'est 3 choses. 1, c'est ce qu'on peut appeler ces espaces publics autonomes, c'est-à-dire les associations, comme les Amis du Temps des Cerises, ces débats dans la salle, ces débats où on discute d'intérêt général, de ce que c'est que la démocratie, de ce qu'il faudrait faire, du numérique, du vivant. Ces espaces, et on est en démocratie quand c'est, en gros, quand il y a des problèmes dans nos foyers, ou des problèmes qu'on rencontre tout, le climat, etc., que des personnes se mobilisent dans des espaces publics autonomes, que ces débats sont repris par les médias, l'espace public médiatique, c'est des espaces, la radio, la télévision et les journaux, et que ces espaces publics médiatiques soient aussi après repris dans les espaces publics institutionnels, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Conseil municipal. Et qu'après, tout ça, ça se transforme en loi. Et donc, tant qu'on peut aller comme ça, tiens, les personnes, on a un problème, par exemple, quand je prenais la question du viol dans les couples, et que ça remonte jusqu'à une législation, ben, on est en démocratie, dit Habermas, quand on peut être auteur du droit. Sauf qu'aujourd'hui, c'est dans le sens inverse. C'est le pouvoir politique qui s'appuie sur l'espace public institutionnel, qui est repris par l'espace médiatique, qui
aujourd'hui, et c'est toute la question des libertés associatives, impose un certain nombre de choses aux associations, en leur disant vous avez le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça, si vous faites pas ci, vous aurez pas ça. Et du coup, ça retombe sur les foyers, avec ces foyers qui aujourd'hui sont soumis à cette injonction de la transparence, de la visibilisation et finalement de marchandiser des données. En fait, non seulement on marchandise des données, mais sans gagner de l'argent, quoi. C'est ce que je dis à mes étudiants. Je dis à chaque fois, qu'est-ce qui fait le prix de Blablacar ou de Airbnb? C'est que vous mettez un avis. Mais j'ai dit, mais vous êtes cons. Vous touchez rien. Faites-vous payer pour... Déjà, c'est une connerie de se noter les uns les autres. Une société où on sera notés les uns avec les autres, ça sera quand même infernal. Mais au moins, si vous êtes dans une société capitaliste, jouez le jeu jusqu'au jour. Soyez pas cons. Parce que ce que vous faites, vous donnez gratuitement un avis et ça fait augmenter. Et donc la fois d'après, vous allez payer encore plus cher. Parce que ce qui est intéressant, c'est l'avis que vous donnez. Donc faites-vous payer. Donc soyez capitaliste jusqu'au bout au moins. Soit résistez, soit faites-vous payer. Mais là, vous êtes complètement, vous vous faites avoir. Et on est là-dedans aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous se faisant avoir par ce système-là. Oui, moi, c'était un petit aspect de l'espace public. Enfin, on a l'impression que l'espace public, sous toutes ses formes, c'est un endroit où les acteurs co-construisent en quelque sorte la société démocratique. Il me semble quand même que dans tous les aspects de l'espace public, il y a des rapports de force importants. C'est pas seulement des individus qui s'expriment et qui discutent gentiment, mais ces rapports de force doivent s'exprimer. Les affrontements peuvent être importants, que ce soit dans des petites discussions de quartier ou les discussions à l'Assemblée nationale. Et c'est important qu'on aille jusqu'au bout des arguments, y compris dans l'affrontement. Et les vraies questions, enfin une des questions qui me paraissent importantes, c'est comment gérer ces affrontements, ces rapports de force, et qui et comment donne les règles, quoi, pour tout ça. Je serais Nicolas, mais c'est un peu ce que j'essaie de faire moi dans mes cours avec les étudiants. Je suis contre le consensus et j'essaie de travailler sur deux choses avec mes étudiants. Un, la construction des désaccords. Et c'est Patrick Vivray qui dit ça. Parce que je pars du principe qu'on est dans une société individualiste et au fond on est d'accord sur rien et c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas être d'accord. Il faut juste qu'on trouve des règles. Et moi l'exemple que je prends c'est et même il faut partir de ce principe-là qu'on n'est pas en accord, si on veut avancer. Paradoxalement, si on veut trouver un accord, il faut partir du principe qu'on n'est pas d'accord. Donc l'exemple que je prends, c'est une colocation. Si vous êtes dans une colocation où il y a quelqu'un qui aime le rock'n'roll, l'autre qui aime la musique classique, et le troisième le jazz, et le quatrième le silence, si chacun met sa musique à fond, personne n'écoutera rien, et la personne qui aime le silence va devenir folle. Si on commence la discussion en disant la seule chose qui intéresse, c'est le silence, ou la vraie musique, c'est le rock, la vraie musique, c'est le jazz, on n'y arrivera pas. Si on dit on est d'accord sur rien, on n'est pas d'accord sur la musique qu'on aime, on n'est pas d'accord sur est-ce qu'il faut du silence ou la musique, mais on est d'accord sur une chose, on vit ensemble et il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Dès qu'on fait ça, il y a deux solutions qui émergent tout de suite. Soit on met un casque, soit on définit des heures. Et donc on arrive à se mettre d'accord parce qu'on est parti du désaccord. Et donc je travaille sur ça, ou je travaille aussi sur les conflits intégrateurs. Donc oui, il n'y a pas de politique sans rapport de force. Et ça rapporte pouvoir. Mais le pouvoir, c'est les deux choses. Le pouvoir, c'est à la fois la domination, mais le pouvoir, c'est aussi le pouvoir d'agir. Et ce qui est important, c'est de redonner du pouvoir aux gens. C'est comment on fait pour leur redonner du pouvoir. Comment on fait pour les citoyens de redonner du pouvoir. Et là où on est d'accord avec Nicolas, c'est certainement pas en restant derrière vos écrans. Alors, je trouve aussi que vous idéalisez un petit peu le monde associatif parce que justement, je suis en train d'essayer de me battre là au sein d'une association du coup contre le conseil d'administration. Et tout ce que je vais gagner, en fait, c'est que je vais être exclue de l'association. En fait, je suis plus ou moins convoquée en conseil de discipline demain soir. Et en fait,
l'association, il y a vraiment de la corruption. Il y a quelqu'un qui a été plus ou moins viré. Enfin, il a signé une rupture conventionnelle, mais c'était pas lui qui voulait partir. Et du coup, en fait, c'est une association qui a une certaine visibilité, qui est riche par rapport aux autres associations parce qu'elle est bien financée. Et en fait, ça fonctionne comme un petit club. C'est un petit club de 5-6 personnes qui s'approprient l'association et qui, du coup, ne veulent pas même qu'on dise ce qui se passe dans cette association. Parce qu'en fait, ça met en danger leur petit projet de s'approprier les ressources de l'association, quoi. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que la démocratie, c'est l'acceptation de la contre. On est en démocratie quand on peut dire tranquillement non, je ne suis pas d'accord. Et quand on peut plus le dire, et on voit bien, c'est le problème de notre démocratie aussi. Notre démocratie en général est captée par des gens qui, à leur profit, qui se foutent de l'intérêt général et qui pensent, regardez le spectacle que nous donnent, y compris les écolos, sur chacun va pour se présenter, la place doit être bonne pour être président de la République. Tout le monde se contrefout de l'intérêt général. Et donc, c'est pas un problème de l'espace public et de la démocratie, c'est une corruption. C'est justement, et tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut revenir justement au fond, l'idée, c'est compliqué, mais comme personne ne peut dire j'ai la solution pour vivre dans une société post-croissance, parce qu'il faut que nos pays riches décroissent, que personne ne sait comment on va vivre dans une société sans numérique, parce qu'on le veuille ou non, on va y arriver tôt ou tard. Eh ben, la seule chose à faire, c'est de créer de l'intelligence collective sur le principe un homme, une voix. Mais que des personnes sur ce principe-là nous mentent, essaient de nous dominer, essayent de nous faire passer des vessies pour des lanternes, que la démocratie est souvent un mot dont on se part pour plus manipuler les gens, bien entendu, que ce soit dans une association, dans une coopérative, dans une mutuelle, au Parlement, partout. Et au passage, dans les associations, il y a un problème particulier, c'est les directions collégiales. Alors là, c'est je vais avoir tous les droits et aucune responsabilité. Et en fait, on sait même pas, on peut même pas dire il y a le président ou la présidente qui est quand même un peu plus responsable, quoi, parce que direction collégiale. Oui, alors du coup, la chaire Cassis, c'est ça en direction collégiale. Et donc on est bien sur toute technique, y compris des techniques juridiques, ont des avantages et des inconvénients. Mais quel est l'avantage de la... Pourquoi ça a été fait, cette histoire de président? Enfin, faut se remettre sur la liberté associée, sur les lois de 1901. D'ailleurs, c'est la dernière loi. On a facilement créé des mutuelles, on a facilement créé des syndicats, et ça a eu beaucoup de temps pour faire la loi de 1901. Et la loi qui est arrivée, elle est extrêmement favorable à la démocratie. C'est une convention qui unit 2 personnes. Point barre. 2 personnes, ça suffit pour faire une association. Du coup, le gouvernement a dit, on a été un peu trop loin, surtout que, je vous rappelle qu'il y a la Révolution française, où on a supprimé tous les corps intermédiaires, avec cette vision très libérale, que la démocratie, c'est voter dans un isoloir, et que c'est l'agrégation des votes qui fait la volonté populaire. Et donc, on se méfie des corps intermédiaires. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il n'a eu de cesse, on peut lire toutes les lois qui ont été faites, y compris aujourd'hui l'engagement républicain, pour reprendre du contrôle sur les associations. Et en préfecture, pourquoi on demandait un président et un trésorier? Justement pour trouver un responsable, pour trouver un coupable. C'est une logique juridique de responsabilisation et donc aussi de flicage. Et donc c'est aussi une manière de restreindre la liberté. Et c'est pour ça que moi je défends, même si ça a des inconvénients, comme vous dites, quand ça se passe mal, mais je défends, toutes les associations que j'ai participées sont en collégialité, justement pour refuser cette injonction de l'État d'avoir un responsable. Je vous invite, entre parenthèses, à adhérer aux associations des Amis du Temps de Suisse, parce que là, c'est très démocratique. Je vous invite à adhérer à Terra Preta, à venir en conseil d'administration demain soir, ouvert à tous les adhérents, 18h30. À des yeux à prix libre, incluant la gratuité. Oui, bonsoir. Je voulais savoir déjà, première question assez facile, est-ce que l'État est nécessaire pour construire la loi? Est-ce qu'on peut aller au-delà? Et puis le problème principal auquel on est confronté, ça c'était à peine abordé. Est-ce que c'est pas simplement le domaine marchand
on est complètement soumis au domaine marchand. Puisque la place publique, maintenant, ce n'est pas le supermarché, là où tout le monde se croise. C'est le remplacement de l'espace public. Du coup, pour la première question, il se trouve que... déjà, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'État? Parce que moi, je ne vais pas le cacher, je suis tradition libertaire. Et il y a un bouquin qui est assez intéressant qui est sorti sur la conception anarchiste de l'État, puisqu'il y a des différentes conceptions anarchistes de l'État, en fait. Et il y a une conception qui dit l'État, Proudhon, c'est l'oppression. Mais il y en a d'autres qui notent la mienne, c'est l'État, c'est compliqué. C'est deux choses à la fois. C'est effectivement le monopole de la violence légitime, donc le droit de débarquer chez vous, de vous mettre en prison, etc. Mais c'est aussi les services publics. Mais je suis universitaire et que on voit bien que quand les services publics manquent, tout le monde souffre. Et donc, pour moi, la question, c'est au-delà de l'État. Donc, du coup, j'ai pas de réponse prédéfinie à ça, mais on a besoin d'institutions en tout cas. On a besoin, d'un moment donné, quand il y a des débats, de voir comment on tranche ces débats. Et donc, moi, je suis pour cette vision d'avoir y compris quand on regarde Nuit debout, quand on regarde les ZAD, finalement, il y a des aspects institutionnels qui fonctionnent. On a besoin d'institutions qui sont créées, gouvernées, ou quand on regarde les apatistes, ou quand on regarde ce qui se passe au Kurdistan, on voit bien que quand on met un certain nombre d'institutions, on gagne en démocratie. Et donc, la place de l'État, c'est compliqué, j'y répondrai pas maintenant parce que j'ai pas assez réfléchi, j'ai pas de réponse, mais en tout cas, on a besoin d'institutions. Et après, sur l'espace marchand, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un gigantesque espace marchand qui détruit, qui vend, qui prend nos données, qu'on n'est même pas capable de lui vendre, pour nous vendre des produits qui nous enferment dans du même et qui nous empêchent de voir la réalité des choses. Et en gros, l'idée que je peux avoir, c'est que pourquoi on joue si facilement. C'est quand même un discours de la Boétie. Pourquoi la servitude volontaire? Notre génération est quand même très coupable. On est coupable parce qu'on a laissé nos gamins avec nos téléphones portables. On a été fascinés par Internet, par nos téléphones portables. Et aujourd'hui, c'est ce que dit la Boétie. Il dit comment on perd l'habitude de la liberté? Quand on l'a pas. Et donc moi je traduis, comment on facilite l'addiction au téléphone portable? Quand vous avez depuis bébé votre téléphone portable, quand vous avez depuis 2 ans, vous avez des téléphones portables, quand à l'école, on vous met des ordinateurs et des espaces publics, quand pour avoir la note, il faut regarder sur le numérique, etc. Nous, les universitaires, nous, les enseignants, on ne s'est pas assez battus. Et donc, la jeune génération, c'est de notre faute. Pour moi, votre question, elle est totalement liée. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut un État, mais pas un État marchand. Et en fait, le problème qu'on a, et pas État ou pas État, c'est qu'est-ce qu'on fait de la forme étatique de notre démocratie et quelle place on laisse aux acteurs marchands dans cette forme étatique. Et le problème, c'est que la colonisation de l'État par les acteurs marchands est juste démente aujourd'hui. C'est dément. Je ne crois pas qu'il y ait d'espace aujourd'hui à l'Assemblée nationale où il n'y a pas d'acteurs marchands. Malheureusement. Et même chez les plus militants de nos députés. Parce que le marché a tout colonisé. Et en fait, le fait que le marché, la relation marchande ait tout colonisé, a abîmé et abîme la démocratie, parce que si on regarde les travaux de Karl Polanyi, un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur la transformation de l'économie, le ICOS, l'économie. L'économie est passée pendant des siècles et des siècles d'une relation basée sur la confiance entre les individus et ce qu'on était capable d'échanger comme biens et services sans monnaie, à une économie basée sur l'échange monétaire de ces mêmes biens et services. Mais sauf que quand on a inscrit la monnaie dans l'échange économique, on a brisé le lien de confiance. C'est-à-dire que moi, si demain je veux, ou là tout à l'heure je vais à la boulangerie, si je veux rentrer chez la boulangère, le boulanger poser 1,20 €, 1,50 €, 2 €, ce que je veux, sans lui dire ni bonjour ni rien, je lui montre ce que je veux, je repars. Il ne s'est rien passé, je ne le reverrai jamais de ma vie, il n'y a aucun lien de confiance, et ce n'est pas nécessaire.
Il n'y a pas besoin de ça. Si j'avais pas la monnaie, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne-là? Quel lien je vais avoir avec cette personne-là pour qu'elle me donne du pain en échange de quelque chose? Et est-ce qu'elle sera OK avec ça? Est-ce qu'elle a la confiance nécessaire pour que quand j'arrive avec 3 poireaux, elle m'échange mes 3 poireaux contre son pain? Ben, il faut de la confiance. Et donc du coup, s'il y a de la confiance, ben, on se parle, on est là. Et si on se parle, on va décider ensemble. Donc on va être dans une forme démocratique. Donc en fait, plus la place du marché est importante, plus la démocratie s'abîme. C'est corrélé. Donc oui, un État, mais un État non marchand. Alors, je peux faire il n'y a pas d'autres questions tout de suite? Bon, juste une remarque sur l'espace numérique. Non seulement c'est un espace complètement marchand, mais bien sûr destructeur pour la démocratie, comme vous venez de l'expliquer. Mais à l'intérieur, quand on est connecté dans à cet espace marchand, nous sommes réellement manipulés sans arrêt. C'est manipulé sans arrêt. La récolte des données personnelles qui sont traitées par des algorithmes afin de fabriquer des profils de chaque personne qui est connectée, de chaque personne. Et ces algorithmes, finalement, ils vous connaissent mieux que votre entourage. Ils vous connaissent, ils utilisent des moyens, des connaissances psychologiques et très très profondes pour faire un profil très précis de votre pensée, de votre réaction, votre comportement, etc., etc. De manière à vous manipuler à des fins marchandes, mais pas uniquement, aussi pour former votre opinion, pour influencer sur vos comportements et vos opinions et votre attitude, y compris dans le domaine politique. Donc, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment une manipulation à des fins politiques et je dirais que c'est téléguidé par la fabrication à travers les fabrications des algorithmes. Mais l'espace numérique n'est pas seulement virtuel, il est très très réel, parce qu'on l'a évoqué. Il n'y a qu'à penser à la politique d'extractivisme qui domine, et dans certains pays, c'est une catastrophe, c'est une véritable catastrophe. Il n'y a qu'à penser à la situation du Congo. On a eu ici une conférence sur la barbarie numérique faite par Fabien Lebrun, je ne sais pas si certains étaient là, mais c'est une véritable catastrophe dans l'extraction des ressources. Non seulement les ressources vont s'épuiser, mais il y a des dégâts humains et écologiques d'une ampleur inouïe dans beaucoup de pays. Donc la connexion ou l'espace, la connexion ou l'entrée dans l'espace numérique ne nous éloigne pas seulement de la nature, comme vous l'avez signalé au début, mais aussi détruit la nature. Donc c'est le type de communication numérique, elle participe de plus en plus à la destruction des ressources et à la destruction de l'environnement. Alors, du coup, c'est pour ça que je préfère qu'on parle de connexion numérique. Et effectivement, ces data centers, on sait combien, et puis avec l'intelligence artificielle qui va nous consommer encore beaucoup plus d'énergie. Et en même temps, vous avez raison d'insister, tu as raison Abdallah, d'insister sur la matérialité. On dit que c'est le virtuel, non, c'est très matériel. On voit bien tous les ordinateurs, tous les smartphones que ça demande, etc. Et en même temps, cette matérialité, ça fait que c'est quand même très fragile. Parce qu'il ne suffit pas de grand-chose. Hein. Tout ça, ça tient parce qu'il y a des câbles sous-marins un peu partout. Il ne suffirait pas grand-chose pour couper tous ces câbles sous-marins. Hein. D'ailleurs, je pense qu'en cas de guerre,
ça va être un des enjeux, et on peut pas tout protéger. Et donc, c'est un des enjeux qui va se passer, c'est ces câbles. On oublie que c'est des câbles qui relient les continents, et que finalement, ces câbles, ça peut se ronger, ça peut se faire sauter, ça peut se poser, mais ça peut se détruire aussi. Et donc, que tout ça, on l'a bien vu, c'est comme le capitalisme. Le capitalisme, ça fait 200 ans que les gens luttent, que certaines personnes luttent contre, et il est toujours là. Mais on a vu qu'un petit Covid, qu'un petit virus, ça le mettait aussi facilement par terre. Donc les choses sont toujours, ont cette ambivalence-là. À la fois, c'est très puissant, très solide, et en même temps, très fragile, quoi. Des colosses au pied d'argile. D'autres interventions, d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange très riche. Merci beaucoup. Merci à Nicolas, merci à Eric, merci à vous. Alors, je vous rappelle que